Les mains de Camilla portaient le témoignage discret de 5 années de labeur, des articulations calleuses, des cicatrices effacées et les rides subtiles et tenaces de la routine gravée sur sa peau. À 32 ans, son visage conservait une beauté calme et élégante aux des courbes douces et des traits délicats, mais son regard était toujours alerte, posé comme s'il guettait l'écho d'un malheur imminent. Chaque matin, sans faute, son réveil la sonnait à 4h30. Elle se déplaçait avec une efficacité délibérée, elle faisait bouillir de l'eau pour le café avant que le soleil ne pense à se lever, préparait 2 paniers repas, l'un avec du riz et des haricots, l'autre avec un peu de fruits, puis se dirigeait sur la pointe des pieds vers la petite pièce où dormaient ses nièces. « Sofia, mi vida, il est temps de se réveiller », murmura-t-elle en repoussant les mèches humides des cheveux de Sofia, 7 ans, puis en lissant les boucles de la tête de Lucia, 9 ans. Les filles s'agitaient, clignant des yeux pour chasser le sommeil tandis que Camilla les guidait dans leurs uniformes. « Tu seras encore en retard à l'école, Tia ?» demanda Sofia en tirant d'un air endormi sur l'ourlet de son chemisier. « Seulement jusqu'à 18h aujourd'hui, Corazon », promit Camilla, ses doigts tressant la tresse de Sofia. « Donia Mèche vous surveillera. Soyez sages, d'accord ?» À 6h30, elle avait déposé les filles à l'école de leur quartier, échangeant un bref sourire avec Donia Mèche avant de partir. Elle sillonna les rues étroites, monta dans 3 bus bondés et, à 8h précises, se présenta sous la façade rutilante du siège de Glastec à Polanco. Le bâtiment semblait sculpté dans le verre, chaque panneau reflétant le ciel. À l'intérieur, son nom avait déjà été tapé sur l'écran de Leonardo Ramirez pour la 3e fois ce matin-là. À 42 ans, Leonardo était le fondateur autodidacte de Glastec, et son appartement terrasse occupait tout le dernier étage. De grandes baies vitrées encadraient la ville tel un tableau vivant. « La nouvelle femme de chambre est arrivée », annonça son assistante. Leonardo, vêtu d'un costume impeccable et d'une cravate parfaitement nouée, soupira, un soupir empreint d'espoir prudent. Au cours des 3 derniers mois, 4 femmes de chambre étaient arrivées et reparties, chacune ne répondant pas à ses exigences d'efficacité et de discrétion. Camilla se tenait droite, son uniforme simple, impeccable et impeccable. Lorsque Leonardo émergea, il se présenta avec la courtoisie d'un homme qui s'exprimait avec une exactitude méticuleuse. Elle baissa la tête. « Buenos dias, Senor Ramirez. Je suis Camilla Herrera. » Dès les premiers instants, il perçut quelque chose de différent dans sa posture, ferme, respectueuse, mais sans servilité, et quelque chose de profond dans son regard qui évoquait des histoires inédites. « Je connais les bases grâce à Anna à l'agence », a poursuivi Camilla, « mais j'aimerais apprendre ton préférence. » Elle écouta attentivement Leonardo décrire son régime, petit déjeuner à 7h du matin, nettoyage silencieux pendant qu'il tenait ses réunions virtuelles, linge soigneusement trié, dîner servi exactement à 20h, pas d'appel personnel ni de visiteurs, et confidentialité absolue. Au cours des 2 jours suivants, elle devint une présence silencieuse dans son monde. Il la remarquait à peine, les sols brillaient avant qu'il n'entre dans son bureau, les chemises impeccablement repassées, les repas apparaissant comme s'ils avaient été inventés par la pensée. Il remarqua cependant qu'elle n'acceptait jamais ses offres d'heures supplémentaires ni sa rémunération. « Je suis désolée, Senor, mais j'ai d'autres engagements », disait-elle d'une voix douce mais ferme, avant de retourner à ses tâches. Le 3e après-midi, tandis qu'elle astiquait les fenêtres du sol au plafond, Leonardo se surprit à l'observer, la concentration de ses doigts fins, la façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement lorsqu'elle atteignait une mèche rebelle. Elle sentit son regard et se retourna, il fit semblant d'être absorbé par son téléphone. Plus tard, dans le silence de son impeccable appartement en attique, il se rendit compte qu'il ne pensait plus qu'à ça. Qui était cette femme, chaque soir, qui courait contre la montre? Que portait-elle dans son cœur? À 17h55 précise, le 4e jour, elle rangea ses affaires et enfila ses vêtements de ville. « À demain, Senor », dit-elle en ramassant un sac à main en cuir usé. Leonardo, toujours assis, regarda la porte se refermer, puis se leva, saisit une impulsion et descendit l'escalier de secours pour éviter l'ascenseur et la suivre. Il la suivit à travers le dédale souterrain du métro, corps ondulants, néons, rugissement des trains qui arrivent. 3 correspondances et près d'1 heure plus tard, elle montait sur un quai à Iztapalapa. Les tours de verre de Polanco avaient disparu, remplacés par un dédale de ruelles, des lignes électriques enchevêtrées et des pâtés de maisons de modestes maisons. Camilla marcha d'un pas rapide jusqu'à un terrain vague où des familles avaient érigé des abris de fortune avec des planches de bois, des bâches et de la ferraille. Leonardo se cacha derrière un poteau de clôture abîmé. 2 petites voix retentirent, « Tia Camille ». Il regarda les filles se jeter dans ses bras. La posture de Camilla s'adoucit, ses épaules se détendirent,
sa voix se transforma en une douce berceuse. Elle sortit 2 mandarines de son sac, un cadeau ordinaire qui illumina leur visage. Une voisine âgée, Donia Mèche, l'appela depuis sa porte. « Comment s'est passée l'école, les Ninas ?» Camilla rit un rire que Leonardo n'avait jamais entendu dans son monde précis d'en haut. Dans la cabane exiguë, elle cuisinait sur un petit réchaud, l'odeur de la soupe se mêlant à l'air poussiéreux. Les filles exposaient des dessins pour leurs devoirs, la plus âgée demandait de l'aide en mathématiques. Camilla divisa un blanc de poulet en 3 portions inégales, se réservant la plus petite tranche. À travers une petite fenêtre en plastique, Leonardo la vit border les filles sur le matelas simple posé à même le sol, puis dérouler sa propre natte. Il entendit leurs prières murmurées, une supplication pour leur mère au paradis, pour une vraie maison un jour, et de la gratitude pour le travail de Tia. Il sentit une tension dans sa poitrine au souvenir des 3 chambres vides de son propre Penthouse. Ce soir-là, de retour dans son luxueux silence, Leonardo se servit un whisky qu'il n'avait jamais bu. Les images défilèrent, la douceur de Camilla, son dévouement farouche, son choix de renoncer à l'argent supplémentaire. Pour la première fois, il ressentit la vive douleur de la culpabilité et un besoin désespéré d'agir au-delà de ses livres de comptes et de ses rapports boursiers. Le lendemain matin, il l'accueillit avec une chaleur inattendue. Elle s'arrêta devant la porte de la cuisine, la surprise se lisant sur son visage. Quelques minutes plus tard, elle déposa devant lui une assiette de fruits et de yaourt. « Il y a encore des fruits dans le réfrigérateur, prends-en si tu veux. »« Je déteste les voir périmés, » dit-elle doucement. Il croisa son regard et comprit qu'elle lui témoignait autant de bienveillance que de service. Et à cet instant, il comprit, Camilla Herrera n'était pas seulement son ombre efficace. Elle était, à tous égards, le cœur battant de 2 mondes et il était enfin prêt à connaître son histoire. Au cours des jours suivants, Leonardo commença à laisser de petites offrandes dans l'appartement, un sac soigneusement tissé de pommes rouges croquantes posé sur la table de la cuisine, une boîte de biscuits restant, semblant avoir été sauvé d'une réunion imaginaire, et un paquet neuf de crayons de couleurs vives, souvenir d'une vieille habitude qu'il avait abandonnée. Au début, Camilla écarta ses souvenirs, son cœur réservé refusait la charité mais peu à peu, la curiosité l'emporta. Elle laissa quelques pommes dans un bol, imaginant sans doute que ses nièces pourraient s'en régaler, et rangea les crayons dans un tiroir où elle rangeait les cahiers de coloriage des filles. Les repas, autrefois rituels silencieux et efficaces, commencèrent à s'ouvrir comme des fleurs au printemps. Leonardo posait des questions désinvoltes entre 2 bouchées, comme pour tâter le terrain. « Avez-vous toujours travaillé chez des particuliers » demanda-t-il un soir, d'un ton décontracté, presque indifférent. Camilla marqua une pause, la cuillère à mi-chemin entre ses lèvres. « Depuis mes 16 ans, répondit-elle doucement. J'ai d'abord essayé les usines, mais les horaires étaient durs. Je ne pouvais pas m'occuper de mes nièces. » Sa fourchette flottait dans les airs, comme s'il avait soudain réalisé un PAN de son histoire auquel il n'avait jamais pensé. « Elle ne pouvait pas m'occuper, répéta-t-il d'une voix douce. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Ils ont besoin de moi, et les usines ne me laissaient pas partir à 4 heures. Il croisa alors son regard, la vit vraiment. Ça doit être dur, dit-il simplement. Les lèvres de Camilla s'étirèrent en un sourire fugace douloureux, mais sincère. On fait ce qu'on doit, répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais qui réchauffait l'air frais de l'appartement. Ce vendredi-là, Leonardo inventa une excuse pour quitter le travail plus tôt. Il se rendit aux confins d'Iztapalapa, traversant des rues bruyantes et des fresques murales en ruine, jusqu'à trouver un petit magasin de jouets. Là, parmi des étagères poussiéreuses, il choisit 2 poupées, l'une avec des tresses et un sourire timide, l'autre avec de grands yeux pleins d'espoir. Il les déposa délicatement sur la banquette arrière et attendit le dimanche. Par un après-midi ensoleillé, il se retrouva près de la maison de fortune de Camilla où une poignée de murs rapiécés dans un campement informel. Par la porte ouverte, il aperçut 2 petites têtes penchées sur un ballon dégonflé. Le cœur battant, Leonardo s'approcha. « Excusez-moi, êtes-vous les nièces de Camilla ?» Les filles sursautèrent, leur jeu oublié. Lucia, plus grande et méfiante, se plaça devant Sofia, les bras croisés. « Je travaille avec ta tante, dit-il d'une voix douce. J'ai trouvé ça à la maison, poursuivit-il en brandissant un sac en papier. Sofia jeta un coup d'œil à l'intérieur, la curiosité dansant dans ses yeux, Lucia siffla, on ne parle pas aux inconnus. Camilla apparut alors, encadrée dans l'embrasure de la porte, la posture figée, la mâchoire serrée. La surprise passa sur son visage, vite remplacée par la prudence.
Monsieur Ramirez, dit-elle d'une voix froide. Que faites-vous ici? Leonardo sentit ses joues s'enflammer. Je passais par là et j'ai vu ça, balbutia-t-il en lui tendant le sac. Elle le saisit, les doigts crispés sur le papier. En voyant les poupées, ses sourcils se haussèrent. Pour les filles, murmura-t-il. Son expression oscilla entre la méfiance et une pointe de douceur. Finalement, elle expira et s'écarta. Entrez, dit-elle. À l'intérieur, la cabane était exiguë mais impeccable. Une rangée de fleurs sauvages, récupérées d'un tas d'ordures, s'épanouissait dans une boîte de thon peinte, posée sur une étroite étagère. Des dessins, accrochés avec des pinces à linge dépareillées, dansaient sur les planches de bois. Les filles, voici mon patron, monsieur Ramirez, leur dit Camilla à voix basse. Sofia s'avança sans hésiter. Vous avez apporté les poupées, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Leonardo hocha la tête, la gorge serrée. J'espère qu'elles vous plairont. La petite fille serra la sienne contre sa poitrine. Lucia resta en retrait, puis traversa la pièce et prit la deuxième poupée en murmurant « Merci ». Juste à ce moment-là, Donia Mèche, une voisine âgée qui gardait parfois les enfants, apparut dans l'embrasure de la porte. Elle scruta Leonardo d'un regard perçant et scrutateur. « C'est mon patron », expliqua Camilla, les joues rouges. Le regard de la vieille femme s'adoucit imperceptiblement. « Voulez-vous un café ?» proposa Camilla en désignant un petit poêle. « J'en serais honoré », répondit-il, sentant que quelques minutes supplémentaires ici pourraient briser les barrières qui les séparaient. Tandis que Camilla mesurait soigneusement le terrain et l'eau, Sofia apporta une pile de dessins. Princesse, château, arc-en-ciel, son imagination se déversait sur le papier. Leonardo s'agenouilla près d'elle, captivé par ses descriptions de tourelles d'ivoire et de portes secrètes de jardin. Un jour, déclara-t-elle, je vivrai dans un vrai château. Il lui ébouriffa les cheveux. Je crois que tu y vivras. Chaque mot était lourd de promesses. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, Camilla l'accompagna jusqu'à la porte. La distance qui les séparait crépitait d'émotions inexprimées. Merci, dit-elle doucement, les yeux rivés sur les poupées sous son bras. Ce n'était rien, répondit Leonardo en scrutant son visage. Tu as une belle famille, Camilla. Pour la première fois, un sourire sincère et lumineux s'illumina sur ses lèvres. De retour dans son appartement vide, Leonardo ressentit une vive douleur à la poitrine. Ce n'était ni de la pitié ni de la charité, c'était quelque chose de plus troublant, une reconnaissance. Ils étaient tous deux errants dans leur propre vie, étrangers à la chaleur, liés par une solitude commune. Au cours de la semaine suivante, leur routine changea imperceptiblement. Les conversations qui tournaient auparavant autour des horaires et des tâches ménagères dérivèrent désormais vers des sujets personnels. Leonardo commença à installer son chevalet dans le salon, la porte entr'ouverte pour que Camilla puisse partager son univers. Un matin, elle demanda « Ça te dérange si je mets de la musique pendant que je fais le ménage ?» Il leva les yeux de ses pinceaux. « Pas du tout, qu'est-ce que tu écoutes ?» Quelques instants plus tard, de doux accords des ballades de Juan Gabriel emplirent la pièce. Il sourit en l'entendant fredonner entre les légers bruissements de son balai. Mardi, il rentra du travail avec une boîte de viennoiseries pastel à la main. « J'ai pensé que tu aimerais une petite douceur », proposa-t-il en haussant les épaules. Camilla hésita, puis hocha la tête, et ils s'assirent sur la terrasse, la ville tentaculaire à leurs pieds. « Les filles adorent les poupées », dit-elle au bout d'un moment en faisant tourner l'anneau de sa tasse à café. Sofia insiste pour dormir avec la sienne tous les soirs. Leonardo rayonnait. « Je suis content. » Elle le regarda, les sourcils froncés. « Pourquoi nous as-tu vraiment cherché ce jour-là » La question flottait dans l'air comme de la fumée. Leonardo posa sa tasse. Un instant, il envisagea de détourner le regard, mais son regard fixe le transperça. « Je t'ai suivi », admit-il d'un ton neutre. « Je voulais comprendre pourquoi tu partais si vite chaque soir. » Il se prépara à la colère, mais elle hocha simplement la tête, comme si elle s'attendait à cet aveu depuis le début. « Pourquoi » insista-t-elle. Ses doigts tracèrent une fissure dans le béton. « J'ai vu quelque chose en toi. »« Quelque chose de familier » murmura-t-elle. « Oui, dit-il. La solitude. Je la connais bien. » Elle ferma les yeux, le soleil de l'après-midi lui baignant le visage. « Je ne suis pas seule, » murmura-t-elle. « J'ai mes nièces. » Sa voix tremblait. « Mais ce ne sont pas mes filles. »
Des larmes lui montèrent aux yeux. Ce sont les enfants de ma sœur Mariana. Elle est morte il y a 3 ans, renversée par un chauffard ivre qui ne s'arrêtait jamais. Chaque mot résonna comme une pierre. La gorge de Leonardo se serra. Je suis tellement désolé. Camilla leva le menton. Mariana était la plus forte, toujours. J'étais l'ombre qui traînait derrière. Elle ferma les yeux. Quand Sofia est née, leur père a disparu. Pareil pour Lucia. Sa voix se brisa. Mais les filles, elles sont ma lumière maintenant. Il resta silencieux tandis qu'elle racontait cette nuit-là, Mariana traversant l'avenue Tlaak, phares éteints, le bruit sourd et esséurant du métal, le monde qui s'écroulait. Les larmes de Camilla coulaient en douces volutes. Je lui ai promis de les protéger, murmura-t-elle. Leonardo, tremblant, tendit la main par-dessus la table, mais n'osa pas la toucher. Tu es extraordinaire, dit-il d'une voix rauque. Elle s'essuya la joue et secoua la tête. Je ne suis qu'une sœur. Ces paroles le glaçaient. Il baissa les yeux. Toutes les promesses ne sont pas rompues, dit-il doucement. Elle hocha légèrement la tête, une confiance prudente se lisant dans son regard. Après un moment de silence, Leonardo parla de ses propres blessures, une mère qui l'embrassa un matin à l'école et ne revint jamais, un père qui noya son chagrin dans le travail et le whisky. Sa confession resta suspendue entre eux, crue et ouverte. La main de Camilla plana au-dessus de la sienne, mais elle ne la retira pas. J'ai créé mon entreprise en espérant combler ce vide, admit-elle. Mais l'argent ne guérit pas. Leurs regards se croisèrent, deux âmes blessées trouvant une affinité inattendue. L'instant fragile fut rompu lorsque le téléphone de Leonardo vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, Javier Mendoza, son ancien chef de la sécurité. Je consulterai le rapport ce soir, dit-il en se levant. Dans sa poche, le téléphone était lourd, rappelant les mondes qu'ils chevauchaient tous deux, et les possibilités silencieuses qui s'ouvraient ici, sur cette humble terrasse. En raccrochant, Leonardo surprit le regard curieux de Camilla. Il força un sourire crispé. Travailler, tout simplement, murmura-t-il, mais le mensonge avait un goût amer. Plus tard dans la soirée, après l'extinction des lumières de l'appartement et le retour de Camilla, Leonardo ouvrit le courriel de Javier. Son cœur battait la chamade lorsqu'il cliqua sur la pièce jointe. Le document devant lui portait un titre glaçant, rapport d'incident interne, Mercedes noire délit de fuite mortelle, avenue Tlaak, mai 201 fois. Il en eut le souffle coupé. Il continua sa lecture, page après page, pénible, le dossier s'alourdissant entre ses mains. Le véhicule impliqué n'était pas une voiture privée, mais une voiture de la flotte de Glastec. Le conducteur? Eduardo Villarreal, alors vice-président des opérations de l'entreprise. D'après le rapport, il était sorti en titubant d'un dîner d'affaires chic, empestant l'alcool, et avait percuté un piéton sur l'avenue Tlaak avant de filer à toute vitesse dans la nuit. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Les doigts de Leonardo tremblaient lorsqu'il découvrit le complot qui se cachait derrière l'accident. Javier Mendoza, alors responsable de la sécurité de Glastec, avait orchestré une opération de dissimulation. Il avait soudoyé un policier pour qu'il modifie le rapport officiel, emmener la Mercedes accidentée dans un garage clandestin pour des réparations clandestines et enterrer toute preuve susceptible de ternir la réputation de l'entreprise. À la page suivante, Leonardo lut un nom qui lui brouilla la vue, Mariana Herrera, 34 ans. Il le murmura à voix haute, la voix brisée, Herrera, c'est la sœur de Camilla. À peine l'aube était-elle levée que Leonardo se força à appeler Villarreal, désormais séparé de l'entreprise après une année de conflits stratégiques. À 7 heures du matin, son téléphone vibra. Leonardo? Il est très tôt. De quoi s'agit-il? La voix de Villarreal, étouffée par le sommeil, semblait étrangement désinvolte. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, dit Leonardo en soulevant le rapport. 2 heures plus tard, Eduardo Villarreal entra dans le bureau vitré de Leonardo avec l'assurance d'un homme insensible aux conséquences. Il déclina l'offre de café de Leonardo d'un geste dédaigneux. Leonardo fit glisser le dossier sur le bureau. Le masque confiant de Villarreal vacilla tandis que son regard parcourait les pages. C'est de l'histoire ancienne, raya-t-il. Histoire ancienne? La voix de Léonard tremblait d'une fureur à peine contenue. Tu as tué une femme et tu t'es enfui comme un lâche. Villarreal haussa les épaules, comme pour chasser une ortie. Un malheureux accident. Ce sont des choses qui arrivent. Ces choses arrivent, répéta Leonardo, atterré. Tu l'as fauché,
Puis tu as soudoyé la victime. Tu l'as laissé mourir. Le ton de Villarreal devint glacial. Écoutez, j'étais ivre. Je n'aurais pas dû conduire. Mais Javier a tout géré, aucun lien avec Glasstek. Point final. La nausée noue à l'estomac de Leonardo. Sais-tu qui c'était? La sœur de ma gouvernante. Elle a laissé derrière elle 2 orphelines. Pour la première fois, le sourire narquois de Villarreal s'estompa. Il ouvrit la bouche, la referma. Puis ricana, franchement, je ne vois pas pourquoi tu t'investis autant dans une domestique et sa famille. Les poings de Leonardo se crispèrent. Je vous dénonce aujourd'hui, dit-il en serrant les dents. Villarreal se pencha en arrière, les bras croisés. Réfléchissez bien. Démasquez-moi, et vous révélerez le secret le plus sombre de Glasstek. Le cours de vos actions s'effondrera. Je m'en fiche, cracha Leonardo. Tu devrais. Tu as autorisé ces réparations. Javier t'a parlé d'un incident, mais il a escamoté les détails. Juridiquement, tu es complice. Leonardo se figea, il se souvenait avoir signé des documents de maintenance d'urgence, faisant confiance à ses subordonnés sans poser de questions. Villarreal ajusta sa cravate. Cette femme est morte. Rien n'y changera. D'un hochement de tête dédaigneux, il tourna les talons et quitta le bureau, laissant Leonardo pétrifié par les conséquences d'un cauchemar éveillé. Comment pourrait-il un jour regarder Camila dans les yeux? Comment pourrait-il avouer que sa propre entreprise avait enterré la mort de sa sœur? Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'angoisse. Camila continua son travail, notant innocemment le silence distrait de Leonardo, sans jamais le presser. Chaque nuit, Leonardo restait éveillé, les mots accablants du rapport résonnant dans son esprit. Un soir, alors que Camila remuait la sauce sur la cuisinière, elle osa demander « Monsieur, vous allez bien ?» Sa douce inquiétude le transperça. Il la regarda, le poids de son secret lui écrasant la poitrine. « Camila, j'ai quelque chose à te dire. » Elle marqua une pause, une cuillère à la main, attendant. Les mots ne venaient pas. Leonardo ferma les yeux. Parfois, les gens font de terribles erreurs, des erreurs qu'on ne peut pas réparer avec de simples excuses. Camila fronça les sourcils. Que veux-tu dire? J'essaie d'aider quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable, quelqu'un qui a blessé de nombreuses personnes innocentes, a-t-il avoué. Elle posa la cuillère. Une lueur de suspicion traversa son regard. Pourquoi voudrais-je aider quelqu'un comme ça? Leonardo soupira, honteux. Parce que je crois que chacun mérite d'assumer les conséquences de ses actes. De demander pardon, même s'il ne le mérite pas. Le regard de Camila le fixa. Tu m'aides, ou tu te rachètes pour quelque chose que tu refuses d'admettre? Sa perspicacité le frappa comme un éclair. Je veux juste faire ce qui est juste, murmura-t-il. Il faut toujours dire la vérité, dit-elle doucement. Un mensonge, même destiné à protéger, ne fait qu'aggraver la blessure. Ses paroles étaient tranchantes comme des couteaux. Leonardo hocha la tête, incapable de la regarder dans les yeux. Ce soir-là, après son départ, il décrocha le téléphone. Il chargea son avocat de porter plainte contre Eduardo Villarreal pour homicide involontaire et contre Javier Mendoza pour falsification de preuves et corruption. Il contacta également son comptable, il établirait un fonds fiduciaire pour l'éducation des filles de Mariana, Sofia et Lucia. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait au moins se battre pour leur avenir. 3 jours plus tard, Leonardo était en déplacement pour une réunion stratégique. De retour à l'appartement, Camila rangeait son bureau lorsqu'elle renversa un dossier. Des papiers volèrent au sol. Alors qu'elle se penchait pour les ramasser, une photo glacée apparut, le visage chaleureux et souriant de Mariana, figé dans le temps. Les mains tremblantes, Camila déplia le rapport. Paragraphe après paragraphe, elle reconstitua la vérité. Et lorsqu'elle arriva à la dernière page, elle resta parfaitement immobile, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Tout s'est mis en place, les cadeaux inexpliqués, la soudaine générosité de Leonardo envers les filles, ses nuits agitées. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la culpabilité. Ce soir-là, Leonardo rentra chez lui dans un silence étrange. Les lumières de l'appartement étaient allumées, mais aucun dîner ne l'attendait. Il l'appela et trouva Camila sur la terrasse, perdue dans l'étalement scintillant de la ville. Sur la table se trouvait le rapport ouvert, la photographie fatale pointée vers le ciel. Léonard se figea. Aucune explication n'était nécessaire.
je le signale, dit-il enfin d'une voix creuse. Demain, je le jure. Camilla ne répondit pas tout de suite. Finalement, elle dit doucement, 3 ans à chercher des réponses, 3 ans à imaginer le visage de l'assassin de ma sœur. Et pendant tout ce temps, je faisais le ménage chez lui. Je ne conduisais pas cette nuit-là, plaida Leonardo en s'avançant. Mais vous avez tout étouffé, répondit-elle en croisant son regard pour la première fois. Il n'y avait aucune haine, seulement une tristesse infinie et crue. Votre compagnie a protégé le coupable pendant que j'enterre ma sœur avec de l'argent emprunté. Leonardo s'affala sur une chaise. Croyez-moi, je ne le savais pas avant la semaine dernière. Quand j'ai vu ce reportage. Depuis, je vis un enfer, cherchant mon courage pour vous le dire. Pourquoi devrais-je te croire, murmura-t-elle. Il sortit son téléphone et lui montra les courriels de son avocat. Eduardo Villarreal sera arrêté demain. Javier Mendoza aussi, pour avoir orchestré l'opération de dissimulation. Camilla lut les messages dans un silence stupéfait. Leonardo poursuivit, la voix rauque, j'ai aussi créé ce fonds pour Sofia et Lucia. Ça ne peut pas leur rendre leur mère, mais au moins elles auront un avenir. Pourquoi, souffla-t-elle. Parce que ce qui a été fait est impardonnable. Parce que ces filles méritent mieux. Parce que vous méritez justice. Et, parce que vous comptez pour moi. Vous et vos nièces comptez plus que je ne peux le dire. Camilla ferma les yeux, laissant échapper une larme. Je devrais te détester, murmura-t-elle. Je comprendrais si c'était le cas. Mais je ne peux pas. Elle ouvrit les yeux, la confusion mêlée de tristesse. J'ai vu comment tu regardes les petites filles. Cette affection, elle est réelle. Leonardo tendit la main, la plaçant au-dessus de la sienne. Je ne veux pas te perdre. Mais je comprendrais que tu ne puisses pas me pardonner. Elle marqua une pause, puis se leva. J'ai besoin de temps. Des jours, peut-être des semaines. Je ne viendrai pas travailler pendant quelques jours. Il hocha la tête, chaque pas qu'elle faisait vers la porte résonnant dans sa poitrine. Dis-leur que je suis en déplacement professionnel. Je reviens bientôt. Seul sur la terrasse, Léonard regardait les lumières de la ville se brouiller en larmes. Dans les jours qui suivirent, Glastek fila une des journaux. Les journalistes se multiplièrent autour de l'arrestation d'Eduardo Villarreal pour homicide involontaire et des poursuites engagées contre Javier Mendoza pour complot et falsification de preuves. Leonardo tint une conférence de presse, reconnaissant l'échec moral de l'entreprise à dissimuler la tragédie. L'action s'effondra, des clients clés se retirèrent et le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Lorsque la question de son avenir se posa, Léonard se leva et baissa la tête. J'en assume la responsabilité, dit-il doucement. Il présenta sa démission sans résistance. La vérité, avait-il appris, avait un prix et il était prêt à le payer intégralement. Pendant ce temps, dans le calme qui suivait le sommeil des enfants, Camilla luttait contre sa propre agonie. Serrant la photo de Mariana dans ses mains tremblantes, elle parlait dans le silence de la nuit. Que dois-je faire maintenant, ma sœur, murmurait-elle, la voix brisée, cherchant des réponses dans les lèvres figées de Mariana. Des souvenirs de Leonardo envahissaient son esprit, les rires chaleureux qu'il partageait sur la terrasse, la tendresse qu'il témoignait aux filles, la vulnérabilité crue dans son regard chaque fois qu'il évoquait l'absence de sa propre mère. Elle se rappelait qu'il n'avait pas tué Mariana, qu'il faisait tout son possible pour arranger les choses. Un après-midi, Lucia trouva sa mère regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Quand Léo reviendra-t-il de son voyage, demanda la petite fille en fronçant les sourcils. Il m'a promis de m'apprendre les échecs. Camilla força un sourire triste. C'était la première fois que Lucia manifestait un intérêt sincère pour un adulte depuis que leur monde s'était écroulé. Je ne sais pas, mon chéri, répondit-elle doucement. Il me manque, avoua Lucia, et le cœur de Camilla se serra à la vue du regard plein d'espoir de sa fille. Elle avait toujours aimé la façon dont Léo considérait les idées de Lucia comme brillantes, aussi fantaisistes soient-elles. Ce soir-là, au milieu du bourdonnement de la petite cuisine et des maigres ingrédients qui attendaient le dîner, Camilla fit un choix. Elle ne pouvait plus laisser l'amertume définir sa vie. Mariana n'aurait jamais voulu cela pour elle ni pour ses nièces. La justice viendrait, les coupables répondraient de leurs actes et Léonard, malgré ses échecs, avait montré de sincères remords. Pardonner n'est pas une faiblesse, résonna la douce voix de Mariana dans l'esprit de Camilla. C'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Une semaine après avoir découvert la vérité,
Camilla se retrouva dans le hall de l'immeuble de luxe de Leonardo. Le portier la reconnut instantanément. Monsieur Ramirez n'a pas quitté son appartement depuis des jours, confia-t-il, l'inquiétude lut sur son visage. Il mange à peine. Son pouce accéléra en montant l'escalier. Leonardo ouvrit la porte, l'air débraillé où une barbe de 3 jours lui assombrissait la mâchoire, de profondes cernes sous les yeux, des vêtements froissés par le manque d'entretien. Quand son regard croisa le sien, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Camilla, on peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Hochant la tête, il s'écarta et la laissa entrer. Le salon portait le poids de son absence, des boîtes de plats à emporter à moitié vides sur la table basse, des journaux jetés s'empilant comme des témoins silencieux. Ils s'installèrent sur le canapé, l'air chargé de non-dits. « J'ai vu les gros titres », commença Camilla d'un ton mesuré. Leonardo haussa les épaules avec lassitude. « Les affronter publiquement était le moins que je puisse faire, dit-il doucement. J'ai perdu ma compagnie à cause de ça. Ce n'est pas l'important, répondit Camilla. Ma dignité aurait été perdue si j'étais restée silencieuse. Elle l'observa attentivement, la sincérité et le regret adoucissaient ses traits, et sous tout cela, une force tranquille qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Je ne veux pas vivre dans la peur, murmura-t-il enfin. Ni de la souffrance, ni de l'amour. Tu sais, tu n'as pas tué ma sœur, tu n'as juste pas su me le dire. Ces mots la frappèrent comme une révélation. Des larmes brillèrent dans ses yeux avant qu'il ne puisse les chasser. Je ne mérite pas ton pardon, murmura-t-il d'une voix tremblante. Camilla se pencha en avant, sa main trouvant la sienne. Le pardon n'est pas une récompense que l'on gagne. C'est un cadeau que l'on fait, aux autres et à soi-même. Oui, tu as commis de graves erreurs. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Mais quand tu as découvert la vérité, tu en as payé le prix et tu as fait ce qui était juste, même si cela impliquait de tout perdre. Cela en dit plus sur toi que n'importe quel succès. Il leva les yeux, l'espoir vacillant comme l'aube dans son expression. Tu es plus forte que je ne l'aurais imaginé, dit-il doucement. Moi, pas, sourit-elle tristement. Tout ce que j'ai appris, c'est que s'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison et attendre la mort de l'autre. Un autre silence s'installa, doux et apaisant, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel d'or fondu et s'élevait. Finalement, Leonardo demanda, et maintenant? Je ne sais pas, admit Camilla. Mais je veux transformer cette douleur en quelque chose de bien pour Mariana, pour les filles, et peut-être, pour nous. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure lorsqu'elle ajouta, je pense que nous méritons tous les deux une seconde chance. Lentement, Leonardo tendit la main comme ce soir-là et cette fois, Camilla la prit. Je t'aime, souffla-t-il, plus que tout au monde. Avant qu'elle puisse répondre, la sonnerie pressante du portier les interrompit. La confusion envahit le visage de Leonardo lorsqu'il expliqua, il dit que 2 petites filles insistent pour monter. Alarmée, Camilla réalisa qu'elle avait confié les fillettes à Donia Mèche. Quelques instants plus tard, Sofia et Lucia firent irruption, les joues rouges de triomphe. Léo, s'écria Sofia en le serrant fort dans ses bras. On a suivi tante Camille jusqu'ici en bus. Lucia, plus réservée mais le regard brillant, ajouta, il a promis de m'apprendre les échecs. Les joues de Camilla s'empourprèrent de gêne, tandis que Leonardo réprimait un sourire. Tandis que Sofia s'émerveillait devant les hauts plafonds, elle marqua une pause et redevint sérieuse. Léo, on peut t'appeler papa maintenant? La question flottait dans l'air, faisant taire même l'agitation de l'après-midi. Les 2 adultes fixèrent les sœurs, stupéfaits. Puis, avec une chaleur qui fit chavirer le cœur de Camilla, Leonardo s'agenouilla pour les regarder dans les yeux. J'adorerais, dit-il, si ta tante est d'accord et si tu me laisses le temps de le mériter. Leurs acclamations joyeuses emplirent la pièce. J'ai faim, intervint Sofia, et Leonardo se leva sans broncher. Que dirais-tu d'une pizza maison, demanda-t-il, les yeux pétillants d'une détermination nouvelle. Dans la cuisine, la farine emplissait l'air tandis que les rires fusent de tous côtés où le bras de Camilla entourait celui de Leonardo, sa foi en l'avenir renouvelée. Cette nuit-là, sous la lueur du petit appartement de Coyoacán, Leonardo comprit que la vie lui offrait plus qu'une chance de se racheter, elle lui apprenait la véritable mesure de l'amour, non pas la richesse ou la gloire, mais ces moments simples et joyeux. Et Camilla, regardant les filles s'ébattre de joie autour de lui, sentit la fierté de Mariana s'installer doucement dans son cœur. Le pardon ne ramènerait pas sa sœur, mais il ouvrirait la porte au bonheur que Mariana aurait souhaité pour elle toute. 8 mois plus tard,
Le soleil dominical tissait des reflets dorés à travers les fenêtres de l'appartement, illuminant des jouets éparpillés et des devoirs à moitié terminés. Leonardo rangeait des sandwichs et des fruits dans un panier en osier, tandis que Sofia trouvait la première fleur sauvage du printemps pour sa mère, et que Lucia répétait des notes de flûte à bec qui couinaient et roulaient avec un enthousiasme faux. « Ça te va » demanda Sofia, incertaine. Leonardo lui ébouriffa les cheveux. « C'est parfait » lui assura-t-il. Lucia, livre de maths à la main, jeta un coup d'œil autour de la table. « Tu peux m'aider avec ces équations après le pique-nique » demanda-t-elle. Leonardo ébouriffa ses boucles. 30 minutes de maths, c'est notre limite du dimanche, tu te souviens, il lui fit un clin d'œil et lui déposa un baiser sur le front au moment même où Camilla apparaissait, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue simplement mais à ses yeux, plus radieuse que jamais. Ils se promenèrent ensemble jusqu'au parc Vivreau, un tableau de chaleur familiale qui aurait semblé impossible auparavant. Installée sous un chêne centenaire, Camilla sortit une enveloppe impeccable de sa poche. C'était le jugement définitif du tribunal. Eduardo Villarreal avait été condamné à 6 ans de prison pour homicide par négligence, Javier Mendoza, à 3 ans pour complicité. « Comment te sens-tu » demanda doucement Leonardo. Camilla leva les yeux au ciel, comme si elle partageait un moment d'intimité avec Mariana au milieu des nuages. « En paix » dit-elle. « Je n'ai pas oublié. Mais cela ne me ronge plus. » Leonardo lui serra la main. « Elle serait fière » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Sofia revint en courant avec son trésor. « Regarde ce que j'ai trouvé, mamie. » Elle déposa une petite fleur violette dans la paume de Camilla. Le mot « mama » lui avait échappé sans qu'elle le lui demande, il y a quelques mois, et pour la première fois, Camilla en pleura de joie. « C'est magnifique » dit-elle à sa fille, les yeux brillants. Même maintenant, sous le doux soleil, il ne vivait pas un conte de fées idéalisé, les cauchemars continuaient de tourmenter Camilla, et la culpabilité assombrissait parfois les pensées de Leonardo. Mais ils avaient découvert que le véritable amour n'est pas parfait, c'est un engagement à affronter la douleur ensemble, à pardonner, à reconstruire. Alors que Lucia s'enquérait de leur visite mensuelle sur la tombe de Mariana, je veux lui parler de mon diplôme de mathématiques et du fait que papa m'a enfin appris les échecs, Leonardo sentit son cœur se serrer à la promesse de la paternité. Leur famille imparfaite et inattendue était bien réelle, et dans cette authenticité, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fortune. Si ce voyage de rédemption et d'espoir vous parle, partagez vos impressions ci-dessous. Et dites-moi d'où vous venez, nos histoires communes ne connaissent pas de frontières. Si ce récit vous a réconforté, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent le pouvoir de guérison de l'amour.